Agent C2011, bienvenue à Aigues-Perse. Aujourd'hui, votre mission est de retrouver les traces d'un dénommé David Jurif. Je vous laisse entre les mains de son père qui va vous indiquer la marche à suivre. Vous trouverez dans le sac un enregistreur et rapportez les informations à l'agence. Cher agent, on va travailler ensemble pour que vous puissiez enregistrer les mémoires de mon fils. La mémoire, ça se mérite, vous savez. Prenez la première sortie à droite après le parking. Bienvenue à Aigues-Perse, une commune riche d'associations culturelles et sportives. Notre ville est située au nord de la Limagne et de l'Auvergne et a été pendant la Renaissance la capitale d'une petite principauté autonome, la principauté de Montpensier. À votre avis, comment appelle-t-on les habitants de cette ville? Les Aigues-Perceuses ou les Aigues-Perçois? Les Aigues-Perçois, bien sûr. Le pain au chocolat est simplement là pour vous donner des forces. Tout commence par une petite marche jusqu'à la Sainte-Chapelle, qui est classée monument historique, l'une des 7 Saintes-Chapelles qui subsistent en France. Votre agence nous a parlé de votre professionnalisme et de votre discrétion. Vous allez en avoir besoin, car nous allons vous faire voyager dans le temps. Prenez la craie et dessinez une marelle de type 1-1-2-1-2-1 et passez à l'action. En cas de problème, refaites la même démarche, on se retrouve juste après. Normalement, assis sur un banc, vous avez dû croiser des lecteurs de Sparsae. C'est grâce à ce magazine historique que l'on peut apprendre sur le passé de notre ville. Savez-vous que l'un des toponymes d'Aigues-Perse est Aquae Sparsae, ce qui veut dire en latin les eaux éparses qui sortent de tous côtés. Allez, monsieur l'agent, on accélère. Reprenez la grande rue et tournez à droite à la mairie. Passez sous l'horloge à Jacquemart et puis à droite. Longez le mur, il y aura une porte ouverte. Direction les catacombes. Il y a une lampe dans le sac. Vous devez trouver une clé. Elle se trouve à côté du bureau d'un gardien nommé André. Il doit être en pleine sieste digestive. Pour vous aider, je vais vous réciter un poème, tout doucement. Voici un extrait des Vigiles des morts. Et lors, quand tu trépasseras, dès le jour que mort tu seras, ton ordre cher commencera à rendre pugnesse pueur. Que ne goûtes-tu de sueur quand tu penses que ce sera? Rassurant, non? À votre avis, ce poème est du roi Arthur ou Pierre de Nesson? Pierre de Nesson est la bonne réponse. Il était le fils de Barthélemy de Nesson, châtelain d'Aigues-Perse pour le comte de Jean de Berry. Barthélemy avait fait construire un nouveau clocher pour l'église Notre-Dame, qu'on appelle aussi la tour de Nesson. Monsieur l'agent, ne perdez pas de temps, il vous faut récupérer un paquet de pralines sur la table des commerçants dans la halle au blé. Soyez discret, furtif, car les commerçants célèbrent dans la convivialité une journée de travail. Ici, ce genre de moment, c'est sacré. J'ai eu un quoi avec la vie. Eh oui, il va falloir que je change de short. Je rigole.
Avec le mien. Quoi? Ton fils? Là, c'est compliqué. Pas bien, on n'est pas là. Tu verras ça avec Anthony. Bah oui, moi Bah, tu verras ça avec Anthony. je suis à Orléans et c'est vrai qu'il y a un Suède. Ah, bon, c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, vous avez de la chance. Moi en tout cas, le bon vivant, dans cette ville, je n'ai jamais manqué de rien. Quand vous avez les pralines, filez tout droit, dernière étape, la tour des Valots. Les gardes de Marie de Berry protègent la ruche où se trouve l'adresse de mon fils. Tracez la marelle, il faut rajeunir les soldats, faites le tour et posez les pralines. Sur le banc. Ils vont vite courir, déguster ces gourmandises. Trois, 2, 1. Des pralines! Vous voyez? Ça marche. À chaque fois. Allez, foncez. Montez dans la tour. Enfoncez la clé. Sortez le pot de miel où se trouve l'adresse. Un véhicule bleu vous attendra. En rebroussant chemin, donnez l'adresse au chauffeur. Vous l'avez peut-être vu, vous étiez dans une ville fortifiée et nous avons encore plein de choses à faire découvrir aux visiteurs. Aigues-Perces était autour de 1016 une ville forte, entourée de terres marécageuses. Au XIIe et XIIIe siècle, elle s'étira le long de la Grande Rue, autour de laquelle s'écrit la plus grande part de son histoire et de sa fortune. Aigues-Perces était et est encore un carrefour stratégique entre le nord et le sud. Je pourrais passer des heures à vous parler de notre histoire, car elle est vaste, mais aujourd'hui, vous allez enregistrer les mémoires de mon fils. Ma belle-fille Sharon a installé mon fils dans un fauteuil. Il n'est pas du genre à parler de lui, mais il ne peut rien refuser à sa femme. Il va vous parler de sa jeunesse, de son parcours et surtout des abeilles. Je vous souhaite donc une belle découverte. Quant à moi, je vais passer à table. Cette aventure m'a ouvert l'appétit. Vous êtes arrivé pile poil à l'heure. J'espère que vous avez fait bon voyage avec Perse. Eh bien, mon enfance dans l'apiculture, finalement, c'est un départ avec Perse, d'où vous arrivez, puisque ce sont mes grands-parents maternels qui ont démarré l'activité apicole. Ils avaient une charcuterie dans la grande rue d'Aigues-Perces, et j'ai fréquenté les écoles d'Aigues-Perces étant tout jeune. Mes grands-parents avaient donc une charcuterie et mon grand-père a développé un cheptel en apiculture sur lequel il m'emmenait assez fréquemment lorsque j'avais 5 ans, 6 ans, voire un petit peu plus. À l'époque, c'était d'un regard d'enfant, finalement, que je le suivais, et je me souviens d'une anecdote. Il était assez farceur, mon grand-père. Un jour, il m'a proposé de m'emmener avec lui. Je lui ai demandé pour combien de temps on en avait. Il m'a dit, oh, t'inquiète pas, il y en a pour 10 minutes. Et lorsque l'on est arrivé sur le rucher, il y avait une petite vingtaine de ruches. Il a fini sa phrase, il m'a dit, il y en a pour 10 minutes par ruche. Étant enfant, ça m'a un petit peu fait rager parce que j'aurais préféré jouer, finalement. Mais avec le recul, c'est une anecdote qui me fait rire aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Selon vous, est-ce que l'on récolte le miel en hiver ou en été?
Eh bien, c'est l'été, évidemment. Ça peut paraître quelque chose de simple pour moi, mais c'est facile à comprendre finalement. On ne peut pas faire de miel l'hiver lorsque, par exemple, il y a de la neige, il n'y a plus de fleurs, donc ce n'est pas le moment où l'on fait du miel. Donc la récolte se fait l'été. Je vais vous expliquer comment finalement on fait du miel succinctement et assez simplement afin que vous puissiez comprendre. Il y a les abeilles butineuses qui partent de la ruche et qui vont butiner le nectar. Elles reviennent ensuite avec ce nectar qu'elles vont transmettre aux ouvrières à l'intérieur de la ruche qui elles vont finir la transformation pour en faire du miel et le stocker dans les alvéoles de cire qu'elles vont refermer avec une opercule. Donc pour récolter le miel, on va bien évidemment être obligé d'ouvrir la ruche. Vous imaginez qu'on n'ouvre pas une ruche comme ça, n'importe comment, il y a des étapes à ne pas oublier. En l'occurrence, il faut penser à enfumer les abeilles. Donc on a un enfumoir et on envoie un petit peu de fumée à l'entrée de la ruche afin de les prévenir. Puis, lorsqu'elle est ouverte, ça permet de maintenir la colonie au calme. En fait, la fumée, quelque part, les apaise. Ça empêche évidemment de se faire attaquer. Voilà, alors on n'est pas à l'abri, mais d'une manière générale, ça permet de les tenir. Il faut donc ouvrir la ruche par ce procédé et sortir les cadres, bien sûr, avec beaucoup de précautions pour éviter de sacrifier les abeilles, tout en prenant garde, bien évidemment, à la reine, puisque si on tue la reine, la colonie est orpheline et c'est terminé. Tout n'a pas forcément été simple. J'ai démarré dans la vie active, dans l'industrie, et j'ai travaillé environ 20 ans dans l'industrie pour faire face à un aléa professionnel comme malheureusement beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et au final, j'ai dû changer de voie. Je me suis lancé dans une reconversion, ce qui m'a amené à revenir à ce métier de l'apiculture qui était quelque chose que ma famille m'a inculqué avec les valeurs qui vont avec. Et je tiens beaucoup à tout ceci parce que j'ai été très encadré depuis la plus tendre enfance par mes proches. Et c'est quelque chose que j'aimerais transmettre à mon fils.